Comme dans toutes les batailles, des stratégies et des alliés sont nécessaires pour atteindre son objectif. Ce matin, une conférence de presse a eu lieu dans la commune de Matoury pour la présentation de la candidature de Jean-Victor Castor du mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale, le MDES. Une rencontre qui s'est déroulée en présence du parti Guyane Écologie. Nous sommes dans le cadre, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait une fusion, c'est-à-dire que ce n'est pas un entrelacement de Guyane Écologie et du MDES, c'est-à-dire que là, non, les deux partis sont d'accord pour soutenir la liste qui sera conduite par Jean-Victor, même si Jean-Victor est un militant du MDES, le MDES reste le MDES, Guyane Écologie reste Guyane Écologie, mais sur différents domaines, différentes thématiques qui seront développées au cours de la campagne, nous avons trouvé des points d'accord pour que cette liste-là porte ces thématiques-là. Et disons que lors de la présentation mercredi 19 à 19h, il y aura le candidat et les personnes qui figurent sur la liste seront plus en mesure de donner des détails sur ces thématiques communes. Mais parce que nous avons pensé, avec le MDES, après des discussions que nous avons eues, qu'il serait intéressant d'unir nos visions et notre façon de concevoir la vie dans la cité, mais aussi d'additionner donc ces forces pour pouvoir permettre à cette équipe de gagner. Car nous disons qu'il est possible de gagner. Oui, c'est possible, nous pouvons gagner, à condition qu'il y ait effectivement une entente parfaite. Et nous avons su, à travers nos rencontres, gommer les idéologies dominantes de nos partis pour pouvoir aller vers des programmes prenant en considération réellement les desiderata des Matouriennes et des Matouriens. Les deux partis expliquent que des changements sont nécessaires dans la commune de Matoury. Et c'est dans ce cadre que Jean-Victor Castor mènera une liste pour les prochaines élections municipales. La vision de Matoury, c'est bien vivre à Matoury, arrêter de faire de Matoury une ville dortoir et de permettre à tous les Matouriens et les Matouriennes de dire qu'ils sont heureux de vivre à Matoury parce qu'ils ont une ville qui est dynamique, contrairement à ce que le slogan de monsieur le maire sortant qui disait Matoury la dynamique, j'aurais tendance à dire Matoury la dynamite, car notre jeunesse à Matoury, elle traîne, elle ne sait pas quoi faire ni comment s'occuper, et c'est bien parce que nous avons cette volonté de changer déjà en direction des jeunes que nous arriverons à changer la cité, le cœur de la cité, mais aussi les relations intergénérationnelles dans cette cité par un lianage des quartiers qui est inexistant aujourd'hui de la commune. Non, si ce n'est qu'avec Jean-Victor Castor, le MDES et Guyane Écologie feront en sorte que nous gagnions l'élection contre le maire sortant et son équipe. Les Matouriens ont jusqu'à ce jour 3 options de vote pour les municipales. Jean-Pierre Roumillac, Gabriel Sainville et Jean-Victor Castor. Après un an d'absence, la Guyane participera cette année au Salon international d'agriculture. Le rendez-vous constitue une vraie vitrine pour la promotion des produits régionaux. Un lieu de rencontre et de communication privilégié pour les agriculteurs, les représentants de l'industrie agroalimentaire et les institutions compétentes. Plus de 10 représentants du secteur prendront l'avion vers l'Hexagone pour représenter le département dans l'événement qui se déroule du 22 février au 2 mars. Dans la valise, plus de 10 tonnes de produits. C'est un moment où on va présenter nos produits, notre production agricole, agro-transformée, etc. Mais aussi on va parler de notre département, des avantages de notre département et pourquoi il faudrait venir en Guyane et pourquoi il faudrait acheter des produits locaux. Donc quasiment tous les secteurs à part l'élevage, parce qu'on ne va pas ramener de la viande là-bas, mais on aura du miel, des produits bio, des fruits locaux, du poisson, du poulet boucané. On aura également du couac, de la cassave, de la pâte d'awara. Ensuite, qu'est-ce que j'oublie? Je crois que c'est tout. Je sais plus. Mais vraiment un grand panel de produits. Alors, on a également des listes de Guyane qui nous accompagnent. Le voyage est une excellente opportunité pour augmenter la visibilité et valoriser la production agricole du département. Parmi les produits mis en avant, un espace est réservé au miel de Guyane. Plus de 1000 kilos seront exportés pour être exposés dans le salon. C'est très important de participer au salon. La production de miel est très nouvellement remonte depuis très peu. Et c'est une façon de faire connaître un produit qui est, comme l'a souligné M. Dotinoé, naturellement bio. Le coût du déplacement sera de près de 200 000 €. 80% sera financé par la région Guyane. La somme sera utilisée pour le paiement du déplacement, de l'hébergement, mais aussi du stand qui coûte près de 60 000 € pendant la durée du salon.
L'aide de la région est très importante, elle est surtout indispensable parce que ces salons, notamment la location du stand et puis bien entendu les déplacements, parce qu'on est loin de la métropole et la continuité territoriale, on n'a pas vraiment. Donc elle est très importante parce que si on n'avait pas cette aide de la région, on ne pourrait pas y aller. La 51e édition du Salon de l'agriculture aura lieu du 22 février au 2 mars à Paris. Lundi dernier, le gérant de la société Autoplus était arrêté devant la poste de Baduel. Angelo Vitorelli, âgé de 48 ans, serait au cœur d'un vaste réseau de trafic de drogue. Les policiers ont retrouvé 2,5 kg de cocaïne dans une valise rangée dans un coffre. Le chef d'entreprise avait plus de 9 000 € sur lui en liquide. L'homme est à la tête d'Autoplus, une entreprise qui emploie 4 personnes et spécialisée dans la vente de véhicules d'occasion. Un militaire Guiben Siasen, caporal-chef à la base aérienne de Maturi, est lui aussi en détention pour trafic de drogue en bande organisée. Selon l'avocat de M. Vitorelli, son client n'est pas propriétaire de la valise à double fond où serait rangée la drogue. Il faisait que rendre service à son client et son ami Guiben Siasen. M. Vitorelli s'est assuré que la valise était vide. Il ne savait pas qu'il y avait un double fond. Ce n'est pas lui qui l'a placée dans le coffre. Il ne l'a pas manipulée. Il devait la garder juste quelques jours. L'avocat de Guiben Siasen donne une toute autre version et affirme que le commanditaire de ce trafic est bien le gérant de la société Autoplus. Mais néanmoins, lui reconnaît sa participation et déclare être prêt à assumer les conséquences. Pour l'instant, les 2 hommes sont incarcérés et feront l'objet d'une confrontation dans la semaine. Pour la première fois dans le département, une rencontre a réuni les 3 établissements majeurs des formations sanitaires et sociales de la Guyane, l'IFCI, l'IRDTS et PP+. Un rendez-vous pour échanger et partager les expériences des différentes structures dont les formations peuvent être financées par la région. Parler des principaux enjeux du secteur tout en prenant en compte les spécificités du territoire. Et nos enjeux, c'est de faire connaître aussi le travail social. Pour les étudiants, par rapport à la région, en fait, l'objectif, c'était aussi que les étudiants puissent connaître aussi le travail mené par la région en ce qui concerne les formations sociales et sanitaires. C'était l'occasion aussi de rencontrer les autres centres de formation qui interviennent dans ce domaine. Il y a un besoin qui se fait ressentir, la population augmente et plus que jamais, si nous formons des gens du pays, quelles que soient leurs origines, mais des gens qui habitent le département, on les forme, au moins nos jeunes pourront travailler, gagner de leur vie, et en même temps apporter à la population tous les soins nécessaires. La Guyane souffre d'un manque de professionnels de santé et peu de formations sont mises à disposition dans le département. Dans le dernier concours de la formation en soins infirmiers, plus de 400 candidats se sont inscrits pour les 60 places disponibles. Malgré les difficultés, le secteur attire de plus en plus les jeunes. À la base, j'étais auxiliaire de périculture, donc j'ai choisi la formation d'infirmière pour pouvoir évoluer dans ma carrière. Il y a beaucoup de manques. Il y a un manque de professionnels en ce moment en Guyane, donc c'est intéressant de se projeter dans cette filière afin de pouvoir apporter à la population guyanaise une qualité de soins vraiment efficace. Pourquoi ? C'est une vocation, je pense. Le plaisir d'être avec les autres, de travailler avec les autres. J'étais sensibilisé par les problématiques liées au handicap et c'est vrai que pour moi c'est devenu une évidence. Parce que ça peut paraître simple de travailler avec les autres, ça peut paraître simple d'aider quelqu'un à manger, ça peut paraître simple tout ça, alors que non, on a besoin d'une formation pour pouvoir le faire bien. Les principales difficultés, peut-être le manque de personnel, puisque c'est dans le social, on manque réellement de structures et de personnel, donc ça fait qu'on doit plus s'investir et qu'on doit justement pallier à ces différents manques. Un livret présentant les différentes aides attribuées par le Conseil régional a été distribué aux étudiants présents. Des informations sur des bourses ou l'aide au déplacement dans le cadre d'une formation hors du département, à condition que l'étudiant ait pour objectif de revenir en Guyane. À ce titre, je dois dire que dans le cadre de notre nouveau schéma sanitaire et social, nous avons prévu de mettre en place une école d'infirmières à Saint-Laurent, de renforcer l'antenne des travailleurs sociaux aussi à Saint-Laurent, et surtout nous avons, dans le cadre de l'investissement, financé actuellement l'augmentation, l'élargissement des structures d'accueil de l'IRDTS de l'ordre de 850 000 € quand même.
Je rappelle que c'est quand même le tiers des dépenses d'intervention de la collectivité régionale qui sont réparties sur le secteur éducation-formation, près de 34 millions. Et cela concerne également le secteur sanitaire et social, pour lesquels les crédits de paiement ont augmenté, sont passés de 3,6 millions à 4,8 millions en une année. Les formations sanitaires et sociales disponibles dans le département sont accessibles par concours. Le taux de réussite est très élevé, ainsi que celui de l'insertion à la vie professionnelle. Près de 90% des étudiants formés trouvent un emploi dans le mois qui se suit à l'obtention du diplôme. L'Agence régionale de santé, l'ARS, annonçait ce matin 2 nouveaux cas de chikungunya en Guyane. Le département a maintenant 7 cas confirmés du virus. Le 1er en décembre, il s'agissait d'une personne en provenance de Saint-Martin et 4 autres cas en provenance de la Martinique. Pour la première fois, nous parlons de 2 cas autochtones. Hier soir, 2 habitants de la commune de Kourou ont été diagnostiqués porteurs du virus. Nous avons désormais 2 cas autochtones de personnes atteintes du virus alors qu'elles n'ont pas voyagé dans les zones infestées dans les Antilles. Donc il s'agit pour la première fois en Guyane d'une circulation autonome du virus qui nous fait passer à une phase supplémentaire d'alerte et de vigilance. Alors tout d'abord une surveillance renforcée auprès des professionnels de santé pour qu'on puisse contenir et éviter si possible l'apparition d'un foyer épidémique puisque ces 2 personnes résident à Kourou, elles ne sont pas en relation avec les précédents cas qui étaient importés et puis également une intervention majeure des services de la ville de Kourou avec les services de lutte antivectorielle du département, donc du conseil général, pour mettre en œuvre des traitements dans l'ensemble du quartier concerné et éviter une infestation de moustiques infectés. Les 2 personnes infectées n'ont effectué aucun déplacement vers les autres départements touchés par le chikungunya. Ils habitent dans le même quartier de Kourou, mais avec plus de 100 mètres de distance et ne se connaissent pas, n'ont pas été en contact avec d'autres porteurs du virus. Les informations relevées par les services de santé suggèrent une transmission autonome du virus dans le département. La Guyane devra peut-être affronter une épidémie de chikungunya semblable à celle de la dengue. Nous essayons de retarder, de contenir une telle épidémie. Tout ce qui pourra être fait dès maintenant permettra de ralentir cette transmission et d'éviter l'apparition d'une épidémie, même si malheureusement on peut la craindre. Protéger individuellement les répulsifs, les moustiquaires, les vêtements longs, mais surtout agir contre la prolifération des moustiques dans leur maison, dans leur environnement, les sous-pots, toutes les stagnations d'eau, les coupelles, les déchets, les pneus et dans leur quartier aussi. Et c'est une opération de mobilisation générale pour que chacun soit impliqué. Des procédures seront mises en place par le Conseil général et par les services techniques de Kourou pour limiter la prolifération du virus. Kourou, qui est la commune qui a connu l'épidémie de dengue la plus intense et longue du département, et se voit maintenant menacée par le chikungunya. La transmission du virus et les symptômes de la maladie sont très semblables à ceux de la dengue. L'ARS rappelle, la lutte contre le virus du chikungunya est une affaire de tous. Scola foot, scola, c'est-à-dire scolaire. Le foot, c'est-à-dire le football. Et les enseignants, ils nous ont fait faire du football et on s'est bien amusé. Scola foot, c'est quelque chose pour s'amuser, pour bien participer. C'est du foot, quoi. Jeudi dernier, nous avions suivi les élèves de CM1 de Cayenne Nord. Cette fois, ce sont les jeunes de Rémière-Montjoly qui se sont mesurés les uns aux autres avec les épreuves sportives et culturelles mises en place par l'UCEP en amont de la Coupe du monde de football au Brésil. Très bien, mais des fois on se dispute un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'il y a ceux qui voulaient rentrer, ceux qui ne voulaient pas rentrer. C'était dur, on se battait pour ça. Quelques petites déceptions, mais bon. Des petites déceptions ? Comme quoi ? Parce que on s'entendait pas vraiment, mais après on s'est entendu. Donc on a pu passer un bon moment. Pour cette 4e rencontre pédagogique Scola Foot, le grand terrain du stade Edmar Lama était divisé en 4 mini-terrains, afin de permettre aux 6 équipes de se disputer la place en finale. On m'a mis en goal et je voulais pas trop, mais quand même j'ai marqué un but. C'est bien, mais dès que tu rates le ballon, c'est un peu... c'est triste parce que ton équipe elle perd. On a décoré
On a pris des feuilles de canson, on a colorié dessus et on a essayé de faire des trucs jolis pour représenter bien notre classe. Pour déterminer les vainqueurs à Scolafoot, il faut se disputer les 12 minutes de chaque match, répondre aux quiz, mais aussi présenter au jury un ballon mascotte. À Rémière-Montjoly ce matin, 4 équipes sur 6 ont perdu des points, car elles n'avaient pas présenté au jury leur ballon mascotte. Mais cela n'a pas empêché le bon déroulement de la matinée. Beaucoup de collègues ont reçu l'information. Le problème, c'est que souvent dans la classe, on est occupé et on n'arrive pas à lire les détails qui font souvent la différence. Et puis, il y a aussi un facteur de motivation. Quand les collègues sont extrêmement motivés, comme le collègue qui a remporté d'ailleurs l'ensemble des épreuves, eh bien, tous les détails, il n'est pas au crible. Nous avons gagné aujourd'hui le tournoi Scolafoot de la ville de Rémière-Montjoly. Et c'est beaucoup de travail. On est allé souvent sur le stade pour s'entraîner, pour préparer les enfants aussi bien dans la classe que sur le stade. Je trouve qu'ils se sont très bien comportés durant les matchs et c'est le fruit d'un travail et d'une longue haleine. Les rencontres Scolafoot se poursuivent dans le département. Avec cette victoire, les élèves de CM1 de l'école Jules Minidoc se qualifient pour la finale, prévue le 17 avril prochain. Hier, en fin d'après-midi, un incendie a eu lieu dans la commune de Kourou, à la cité du Stade. Un immeuble d'habitation de type jumelé 100 étages a pris feu. L'action, qui a duré près de 2 heures, a mobilisé 4 véhicules de secours et 14 pompiers. 2 personnes âgées ont été conduites au centre hospitalier de Kourou, probablement intoxiquées par la fumée. Par téléphone, Gilles Gaillot, lieutenant de la caserne de pompiers de Kourou, nous a fourni plus de détails sur l'épisode. L'incendie a débuté aux environs de 18 heures. Arrivés sur place, les pompiers ont rencontré quelques difficultés d'accès causées par le grand nombre d'encombrants à l'entrée de l'habitation. Les maisons d'à côté ont été sécurisées et les flammes maîtrisées en une trentaine de minutes. Pour le moment, les causes de l'incendie ne sont pas connues. Cette semaine, l'INSEE a présenté les résultats de son étude sur les conditions de logement d'aujourd'hui et de demain sur le littoral guyanais. Les types de logements et les enjeux de l'avenir. Selon l'enquête, 30% de la population du littoral vit en surpeuplement, des maisons trop petites pour le nombre d'occupants. D'après les réponses obtenues, la moitié des familles souhaitent changer de logement et 20% se disent insatisfaites de leur habitation. Avant, ce qu'on peut voir, c'est que, notamment dans le parc privé, on construisait essentiellement de la maison individuelle. Et donc, ce qui conduisait notamment à de l'étalement urbain, et que via les mesures de défiscalisation, une émergence du collectif privé s'est observée aux environs à partir de la mi-année 2000. Concernant le logement social, on voit que le logement social maintenant se répartit mieux. Avant, il était essentiellement concentré sur Cayenne, Matoury et Kourou, qui recensait 80% du parc de logement social. Maintenant, on voit que les gros programmes se font à Macouria, à Saint-Laurent-du-Maroni et à Rémière-Montjoly. Selon les projections de l'INSEE, en 2040, la Guyane aura près de 570 000 habitants. Il faudra donc tripler le nombre de logements du département pour répondre aux besoins de la population. Construire entre 140 000 et 160 000 logements en 30 ans. Actuellement, 3 700 nouveaux foyers sont construits chaque année. Dans les prochaines années, il sera nécessaire de construire 5 600 par an pour réussir à loger tous les habitants. Selon le préfet de la région Guyane, depuis 1970, la construction de logements accompagne le taux d'augmentation de la population. Il n'y aurait pas de raison pour que cela change. Le secteur privé est extrêmement dynamique, surtout depuis 2010. 7 000 logements ont été construits par le secteur privé et la puissance publique dispose de moyens également pour accompagner cette croissance, la ligne budgétaire unique pour financer le logement social, la défiscalisation pour les logements de droit privé et récemment pour les logements sociaux, l'aménagement de zones concertées, zones d'aménagement concertées pour livrer du foncier en bon état. Vous le voyez, ce ne sont pas les moyens qui manquent pour la puissance publique pour accompagner cet effort. Actuellement, plusieurs projets sont en étude pour mieux répondre aux besoins de la population en termes de logement. Une chose est sûre, le secteur du BTP est prometteur dans les prochaines années.
Il y a plusieurs façons de le suivre. Il y aura une partie de logements aidés, subventionnés, des logements sociaux en particulier. Il y a aussi une offre privée qui doit pouvoir se développer, donc de logements purement privés, et puis sans doute également un aspect de résorption d'habitat insalubre qui est important autour de Cayenne, autour de Saint-Laurent, qu'il faudra résorber pour arriver à des logements adaptés aux différents publics, adaptés aux différents budgets, donc au niveau entretien notamment, au niveau construction aussi, de manière à pouvoir avoir un logement digne pour tout le monde. Le principal enjeu ne sera peut-être pas de construire des logements en grande quantité. Il sera surtout nécessaire de construire des logements de qualité et conçus de manière à ce que les habitants aient accès aux services minimums. Transport, école, activités économiques, emploi. Pour ne pas tomber dans l'erreur de construire des villes dortoirs à des kilomètres des centres. La meilleure stratégie l'emporte toujours. Hier, lors des experts comptables, en collaboration avec l'UIT de Kourou et son département technique de commercialisation, organisait un tournoi de gestion, durant lequel lycéens et étudiants des universités de Guyane, du Suriname, concouraient pour obtenir le prix de l'entreprise la plus rentable, la plus efficiente et la plus performante. Dans le cadre d'un projet tutoré, c'est-à-dire que nos étudiants doivent chaque année faire un projet de grande envergure qui sollicite des partenaires privés et institutionnels. Et ils ont choisi, donc ce groupe d'étudiants a choisi de s'occuper de l'organisation du tournoi de gestion. Et c'est aujourd'hui, donc depuis 7 heures du matin, nous avons 12 équipes qui sont en train de se battre de manière acharnée. Et on a eu la chance, on a cette année une équipe du Suriname, donc de l'université d'Anton de Com, qui nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation. Une journée animée par le stress et l'excitation. Les étudiants jouent le rôle de chef d'entreprise en prenant les décisions stratégiques et opérationnelles afin d'assurer le développement de leur société. Un rôle pas toujours facile car il y a les enjeux. Tous portent égaux avec la même entreprise gérée par un logiciel de simulation. Ils choisissent les produits à développer, les prix, le marché de distribution, la communication, beaucoup de paramètres. Alors, ils deviennent de plus en plus stressés. Là, je viens d'en avoir un qui est sorti de mon bureau en larmes. C'est de plus en plus difficile. Donc, il y a 4 décisions tout au long de la journée. Et chaque décision représente une année. Donc là, nous sommes à la 3e année. Il ne reste plus qu'1 an pour pouvoir remonter leurs résultats. Donc, plus stressant pour nous dans le sens où justement on connaît déjà et on pense avoir des a priori. Et au final de la journée, on se rend compte qu'on n'était pas parti sur les bonnes bases. On est assez, stressé dans le sens où on est quand même 12 équipes, 12 groupes. Et on essaie de relever le niveau d'essai. Donc on va essayer de garder notre titre, on fait un maximum. Donc, voilà. On a eu un début difficile. Après on a réussi à comprendre un peu comment ça fonctionnait. On a fait une petite remontée. Et là ça va, on va essayer de gérer jusqu'à la fin. Certains ont fait le choix du volume, ont augmenté leur chiffre d'affaires. Mais ils oublient que l'entreprise ne sera pas rentable pour autant. Ils se retrouvent avec des problèmes de trésorerie. Ils se retrouvent confrontés avec des décisions réelles. Il y en a qui me disent « Madame, mais je ne comprends pas, j'ai pris les bonnes décisions, mais les chiffres ne sont pas si bons. » Ils se rendent compte qu'il y a des effets de vase communicant. Et surtout, le logiciel a l'intérêt, cette simulation a l'intérêt parce qu'on est plusieurs. Tout seul, évidemment, il gagnerait sur le marché, il serait tout seul. Mais là, on se rend compte que la décision qu'on prend, elle se fait dans le cadre d'un système économique et qu'il y a des impacts sur les autres, forcément. On essaye d'adopter une stratégie de prix bas. Mais ça nous pose quelques problèmes de rentabilité. Donc on s'adapte par rapport au marché. C'est assez motivant. Et non, c'est très motivant et c'est sûrement une des meilleures choses scolaires que j'ai faites. Le fait qu'on soit vraiment en une situation d'entreprise et qu'on ait des rôles de décisionnaire à prendre, c'est ce qui est intéressant. En effet, c'est ce qui est intéressant. Car l'objectif de ce tournoi de gestion est de permettre aux futurs diplômés en commerce, management, marketing et gestion des organisations en général de développer et de valoriser leur audace, leur sens de l'entrepreneuriat et leur capacité d'innovation. Ils étaient 12 entreprises à s'affronter sur le marché et ce sont les élèves de TC, Technique de commercialisation de Kourou, l'équipe 1, qui a remporté ce tournoi. Depuis son ouverture en 2008, le groupe scolaire Vendôme organise le Carnaval des Petits.
Déguisés en faune et flore, ils étaient nombreux les petits écoliers à défiler dans les rues de la cité Nova Park ce matin pour ce dernier jour d'école avant les vacances. Nous avons un projet d'école, donc il y a pour thème un esprit sain dans un corps sain. Donc décliné en 3 axes. Alors cette année, enfin le premier axe c'était l'environnement. Alors par l'environnement, nous avons travaillé sur le thème de la faune et de la flore du jardinage et des jardins. Et ce qui colle bien avec le thème de la mi-carême prévue par la mairie de Cayenne, ville fleurie. Encadrés par les parents, enseignants et ATSEM, les enfants ont confectionné eux-mêmes leurs costumes. Les parents sont sollicités, vous savez, il faut faciliter l'intégration des parents au sein de l'école. Donc les parents sont là, les parents sont avisés, ils sont au courant et ils viennent aussi spontanément. Ils sont là dès 8 heures avec les enseignants, les parents, les frères, les sœurs, les cousins. Enfin, c'est tout le quartier Vendôme qui entre, qui vient dans l'école et qui nous aide à déguiser les enfants. Donc vous avez pu le remarquer, c'est vraiment une fête familiale. À l'école maternelle Vendôme, nous sommes très heureux parce que c'est vraiment il y a une convivialité, il y a une complicité entre les parents, les enseignants et le personnel communal. Après le défilé, les enfants ont terminé la parade par un vidé dans la cour de l'école. Et c'est sur ces belles images qu'on vous souhaite un bon week-end. Money.